Salut les karatékas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Papa. Vous avez sûrement dû voir à mon poste, j'étais son hooké pour le passage de sa ceinture noire à 7e dan. Donc ce fut un immense plaisir de passer ces moments ensemble, de la préparation jusqu'à l'examen. Si je suis sur YouTube, que j'enseigne, tout ça je le dois à mon papa, aussi à ma maman qui n'est pas ici, mais je les dois à tous les deux. Donc il était important pour moi de vous parler de lui et qu'il puisse vous raconter un petit peu son histoire. Merci papa d'être là avec moi. Donc... merci à toi de m'avoir invité. Et puis surtout, comme il disait, ça a été du bonheur de passer le 7e dan avec toi. Et surtout, ce qui a été super, c'est que d'entrée, en travaillant à deux, tu es rentré plein pot. Ça fait que bon, on est obligé d'être instantanément dedans. Donc ça c'est super d'avoir un qui est comme ça. Voilà, on n'a pas le temps de penser à autre chose ou quoi que ce soit. On est dans l'instant présent et banzai. Voilà. Et oui, c'est super important en fait d'avoir un bon hooké, parce que on dit souvent, voilà, on est jugé pour sa prestation personnelle, mais notre prestation en fait, elle est vraiment mise en avant aussi par un partenaire de qualité. Et ça, nos amis, les judokas, jujitsu, nyantai-jitsu, vu qu'ils font des katas à deux, des présentations à deux, le savent très bien. Nous autres karatékas, on n'est pas trop habitués. Mais pensez-y, d'accord, d'avoir un bon partenaire avec qui vous avez une belle alchimie pour pouvoir relever un petit peu votre travail et vous émuler dans votre travail. Moi, je le sais, mais eux, ils ne le savent absolument pas. Comment t'es arrivé au karaté? Qu'est-ce qui a fait tout déclencher? Oh là là, c'est le hasard. Déjà, je travaillais à l'usine, je travaillais à Micro-Turbo. Voilà, j'étais ajusteur. Donc, un soir, en allant au vestiaire, puis il y a un gars qui me fait, que je ne connaissais pas, il me fait oh, grand comme tu es, tu devrais faire des arts martiaux. Puis à l'époque, la mode c'était karaté, c'était Bruce Lee, karaté, on entendait parler de ça, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais à part avoir vu le film, mais en réalité, le karaté, je ne connaissais pas. Et j'ai dit, je fais du karaté. Point barre, ça en reste là, et le temps passe. Et on avait, par contre, 2 heures entre midi et 2, d'accord, de repos. Et ça, c'était bien, parce que, bon, on en profitait pour faire plein de choses. On jouait au volley, on jouait en hiver, on faisait du ping-pong. Puis là, cette année-là, il faisait vraiment très chaud, donc on est parti à côté, au lac de la Sesquère. Et on était tranquille, puis il y a ce gars-là qui arrive à côté, il me fait « Bon, et si on se faisait un petit entraînement de karaté ?» Ah, j'ai fait « Ouais, si tu veux. » Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu foufou, j'étais bagarreur, je cherchais jamais la bagarre, mais bon, j'aimais bien ça. Et si vous voulez, il me dit « Ouais, bon, ok, bon. » Alors je me lève, il me fait « Bon, on s'échauffe. » Bon, il commence à faire quelques mouvements, bon, je le regarde, il me fait « Tu t'échauffes pas ?» Bon, c'est pas trop la peine. Donc il s'échauffe un petit peu, il fait bon, on va commencer avec les katas. Oh, alors j'ai fait ouais, moi les katas, tu sais, je savais même pas ce que c'était, j'avais même pas la moindre idée, donc voilà. Il fait bon, si tu veux, on se fait un petit combat. J'ai fait ouais, alors là déjà j'étais un petit peu plus content, surtout que bon, moi je mesure quand même 1m88, lui il devait être aux alentours de 1m60, 1m65, donc je me suis dit, bon, franchement, je n'étais pas du tout impressionné ou quoi que ce soit, à tort, hein. Donc je me mets en face, pam, hop, il me lance, je ne me rappelle plus, coup de poing, coup de pied, je ne me rappelle plus. Puis hop, un balayage, je me retrouve par terre avec un pied qui m'arrive au ras du nez. Et là, il me regarde, tu commences quand tu veux le karaté. Alors, je donne des cours en grenade, si tu veux, tu viens. Alors là, je suis resté tout bête. Même pas vexé, ça ne m'a même pas vexé, parce que j'avais pris ça comme un jeu. Hein. Et je reconnaissais que le gars, en plus ça, il avait été vraiment bien. Donc je me lève, il s'appelait Michel Mazet, et je me lève, et j'ai fait ouais, écoute, tu enseignes où? Alors il me fait, j'enseigne en Grenade. Alors il enseignait avec une autre personne qui s'appelait Casal. Je me suis dit, attends, grand comme tu es, et tout, bagarreur, lui petit comme il arrive à te balancer, il n'y a pas à tortiller, moi je devrais être vraiment efficace. Bon, parce que bon, c'est vrai que c'était une époque où j'ai essayé d'écraser un petit peu les autres, parce que bon, dans ma jeunesse, ça avait été l'inverse. On m'avait écrasé, et c'est vrai que bon, quand on écrase quelqu'un, la personne a tendance à vouloir écraser l'autre.
passer au-dessus pour être plus fort, ben, pour se faire respecter. Bon, c'est pas comme ça qu'on se fait respecter, mais ça, bon, on l'apprend au fur et à mesure. Quand on est jeune, on ne sait pas. Donc à l'époque, je tiens à dire que j'avais 16 ans à peu près. Donc c'était quand même compliqué. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Voilà. Comment s'est passé un petit peu ces premiers cours alors? Ah ben, le premier cours, c'était assez surprenant. Ben, déjà, moi j'habitais Bruguière, il fallait aller péter à Grenade. Et à Grenade, c'était quand même pas la porte à côté. En mobilette, ça faisait long, hein, ça faisait long, surtout en hiver. Hein, la longue ligne droite là, de je sais pas combien de kilomètres, elle faisait mal. Hein. On s'entraînait dans une salle des fêtes, c'était du carrelage. On faisait les pompes dessus. Bien sûr sur les points, bien sûr, hein. On faisait, ça s'appelle, aussi plein d'exercices, bon, qui est complètement déconseillé maintenant, c'était un truc de fou. Bon. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, la technique était quand même beaucoup moins poussée que maintenant. Il y avait une connaissance technique qui était vraiment inférieure par rapport à maintenant. Et bon, il y avait des grands, mais bon, il y en avait très peu. Ils étaient, en plus, ça c'est plutôt sur Paris que sur Toulouse. Les personnes qui étaient là, c'était surtout des personnes, bon, je dirais, qui étaient volontaires, qui étaient, je dirais, martiales, voilà. Donc, voilà, et c'était des guerriers, donc ils compensaient, si vous voulez, un petit peu la technique par le mental, quoi. Donc, mentalement, c'est vrai que c'était très puissant, voilà, très puissant. Donc, c'est ce qui m'a plu. Les combats, ils étaient plus que virils. À l'époque, je me rappelle, si vous tapiez dans la coquille, eh ben, on entendait pop, c'était hippon. Je me rappelle qu'elle s'appelle aussi un maïgueri d'une personne et d'un autre, je crois que ça s'appelait Cornero, un game baraille pas possible d'avoir entendu un bon crack parce que voilà, le tibia avait cassé. Donc c'était pour vous donner un petit peu ce que c'était un petit peu à l'époque. Voilà. Donc tu fais tes armes dans ce club et petit à petit tu continues et après tu commences à t'intéresser à la compétition. Ouais, alors je fais ma première année. Donc je fais ma première année à Grenade avec Michel. Ça se passe bien. Bon, comme j'étais un petit peu foufou et guerrier un peu, bon, j'en prenais pas mal mais j'en donnais aussi pas mal. Donc il me dit il faudrait que tu ailles sur Toulouse, d'accord, au DCT, parce que là, quand ça s'appelle, tu pourras progresser. Bon, moi ça m'avançait parce que c'était quand même plus près de mon travail. Donc comme ça j'y allais directement, puis après je rentrais à la maison. Toujours en mobilette. Là ils m'ont fait travailler la technique, tout ça et tout. Au bout de quelques temps, bon ben, comme je combattais bien, bon ben ils m'ont envoyé en compétition. Et j'ai gagné mon premier championnat de Ligue lourd, je devais être, je pense, ceinture verte ou un truc comme ça. Donc voilà. Et je dirais que ça a surpris tout le monde, d'accord. Bon, j'ai monté sur un champion qui était champion depuis plusieurs années. D'accord, il n'a pas dû trop comprendre ce qui s'est passé, puis il a dû penser que j'étais pile dans le temps. Au moment où je changeais de garde, j'ai monté un mawashi à la tête. D'accord, bien entendu, il l'a pris. Le hasard a fait que le mawashi est parti à ce moment-là. D'accord, mais le hasard a fait aussi, c'est que j'ai cru en moi. Donc, hop, parce qu'on m'avait dit, bon, c'est un champion, il est bon, il est patati patata, donc ça m'a explosé. Et c'est vrai qu'après, bon, j'ai accéléré. Bon, ben de là, après, j'ai passé la ceinture marron. J'ai passé 7 fois, entre parenthèses, hein, pour ceux qui ratent la ceinture noire, j'ai passé 7 fois la ceinture noire. À l'époque, on faisait les 5 combats. Bon, ben ça, c'est les 5 combats, ça posait pas de problème. Mais, donc, je marque mes points, il n'y a aucun problème. Mais par contre, les katas, c'était pas ça. Bon, à la fin, j'ai quand même fini par les travailler, parce qu'il fallait bien quand même un truc où j'arrêtais de passer la ceinture noire, où il fallait faire ça, où il fallait travailler. Donc, je les ai faits, je les ai eus, bon, voilà. Passons. Mais après, j'ai laissé les katas pendant 10 années. Enfin, j'ai laissé les katas, si, je veux travailler quand même. Mais disons que j'ai vraiment pas poussé dessus, parce que j'en sentais pas la nécessité, et surtout, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait amener. Et surtout, personne ne me l'amenait. Donc, ce qui se passait en même temps avec le club, c'est que mon professeur, m'a laissé de temps en temps faire des cours. Entre parenthèses, je pense qu'il me testait pour voir. Et moi je me régalais. Alors inutile de dire que quand je faisais les cours, c'était des cours combat, c'était surtout pas des cours kata. D'accord. Les élèves, ils étaient super contents. Et alors là, il me dit, Lilian, ça serait bien que tu ailles passer ton diplôme là, voilà, ton diplôme à l'époque, c'était les brevets d'État, voilà.
Donc, je fais ouais, puis je me suis dit, tiens, c'est bien ça, prof, ça va faire chouette, ça met en valeur encore. Donc voilà, bon, donc c'était la première année où il y avait les troncs communs. Donc quand vous êtes ajusteur, vous attaquez un tronc commun, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc il fallait vraiment se remettre en question. Ça a été super, hein, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et en même temps, il me dit, ben, ça serait bien que tu ailles à Saint-Jean. Il cherche un professeur, d'accord? Donc comme ça, tu commenceras à enseigner un petit peu, d'accord? Et ça, tu feras tes premières armes, comme ça, quand tu iras au BE, tout ça et tout. Ok. Surprise à Saint-Jean quand même, j'arrive au club, j'avais 3 élèves. J'habitais Colomiers, j'allais à Saint-Jean, ça faisait 25 bornes, d'accord? Et pendant toute l'année, j'ai eu 3 élèves, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Et j'ai déçu l'année d'après, ben, parce que le professeur, l'année d'avant, ben, il avait été ramené par la police avec les menottes parce qu'il allait se battre dans les fêtes. Voilà. Donc voilà, bon après, si vous voulez, ils ont, comme les gens du club qui étaient des gens très bien, je salue d'ailleurs Pavelac, qui était un président, qui était un gars extraordinaire, et à cette époque-là, des gens qui, au niveau du judo, vous intégrez comme ça au niveau du karaté et essayer de vous faire développer, c'était pas courant. C'était pas courant et c'était vraiment très bien. Et donc, voilà, donc le club a commencé à bouger parce que comme j'étais sérieux, les gens, ils emmenaient des copains. Puis on a fait quelques démonstrations, et ça a bien plu. Et j'ai passé donc mon tronc commun, mon BE, puis j'ai commencé. Puis l'année d'après, mon prof, il m'a dit, bon Lilian, il faut que j'arrête. Il avait un problème médical important. Il avait une opération, c'était une première mondiale. Donc il faut que j'arrête, et ça serait bien que tu est-ce que ça t'intéresse de reprendre le club? Donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et donc du coup, j'ai commencé à enseigner. Et comme à l'époque, je voulais être à tout prix champion de France, d'accord? Mais quand vous travaillez 45 heures par semaine, plus des fois le samedi matin, plus tout le reste, c'est un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué, même si le karaté n'avait pas le niveau de maintenant. Il y avait quand même des personnes comme Dominique Valera, d'autres personnes, etc. Quand vous les regardiez travailler, c'était autre chose que ce que vous faisiez. Donc il n'y a pas tortillé, il fallait s'entraîner. Donc je me suis dit, je vais quitter l'usine. Hop, je vais ouvrir des cours le matin, tout ça, patati patata, et je vais m'entraîner à fond. Puis ça, il va y avoir du monde, voilà. Moi, je gagnais quand même assez bien ma vie à l'usine, correctement. Donc, voilà. Mais là, je suis descendu très bas. Alors, voilà. Donc, au bout d'1 an, quand même, c'était très compliqué. Donc, soit je retournais à l'usine, d'accord, ou soit je trouvais autre chose. Alors, c'est ouvert, justement, la protection, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, ça a été aussi une belle aventure. C'est une aventure que je conseille à pas mal de personnes qui veulent vraiment voir un petit peu ce que c'est que l'art martial, parce que bon, il y a la compétition, mais il y a toujours des règles. Il y a toujours un arbitre. Si vous voulez vous monter sur un ring, il faut avoir du courage, hein, que ce soit dans la compétition traditionnelle, que ce soit de monter sur un ring, d'accord? Ou autre, il faut avoir du courage. Mais il y a toujours une protection. Il y a toujours quelque chose qui vous protège. Lorsque vous travaillez dans la protection, il n'y a personne qui vous protège. À la rigueur, si vous êtes 2 ou 3 ou quoi, mais donc il n'y a pas un mec qui dit Yamé, ça s'arrête, hop, tout le monde s'arrête, on se salue, on s'embrasse, félicitations, t'as gagné, et on n'en parle plus. Là, c'est pas du tout le cas. Et là, je me suis retrouvé confronté quand même à des situations qui étaient quand même assez complexes. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on s'appelle que le sanchin, vous avez intérêt à y être. Avant, pendant, après. Parce que là, sinon, vous êtes cuit. Vous êtes cuit parce que vous donnez un coup de poing et vous tournez la tête, je vous garantis que derrière, vous ramassez. Hein, voilà. Quand vous avez un drogué en face, quand ça s'appelle le mec, il en a pris, mais vous lui avez pété la mâchoire, parce que vous n'avez pas le choix, hein, il est drogué, il a un couteau, il a tout ça, vous n'avez pas le choix. Et vous pensez qu'il va être KO, parce que d'abord vous n'avez pas frappé pour casser la mâchoire, vous avez frappé pour essayer de le mettre KO, quoi. Et avec une force inimaginable, et que le gars il continue à avancer, vous vous posez quand même des questions, quoi. La personne elle sent rien, ce que vous faites elle sent rien, donc là il faut quand même assurer. Voilà. Après quand vous avez un gars qui vous donne un crochet quand il a sorti un rasoir aussi, c'est encore un autre truc. Donc d'ailleurs vous passez quelques nuits à faire des cauchemars là-dessus. Mais par contre ce qui est bien c'est qu'ensuite dans votre karaté, la priorité, c'est à l'efficacité. La priorité, c'est l'efficacité, quoi.
Donc ça, c'est important parce que ça peut être joli, ça peut être tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas efficace, pas que le fait d'être efficace sur l'impact, hein, efficace dans le fait d'être capable de gérer ce genre de situation. Parce qu'il ne faut pas aller tout le temps au combat, quoi. C'est pas le but. On gagne justement lorsqu'on arrive à désamorcer tout ça. Donc j'ai commencé à faire ça. En même temps, comme je fais une demi-finale aux France, l'Académie des arts martiaux, qui était un très 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 grand club, qui avait pris la suite d'ailleurs du samouraï, m'a demandé si je voulais pas prendre des cours. Donc voilà, j'ai pris les cours, j'ai fait les cours à l'Académie, j'ai fait les cours, je faisais les cours à Saint-Jean et les cours donc au DCT. Donc là, je commençais à courir. Là, hein. Je commençais à courir. J'avais un cours à un endroit, un cours à un autre, un truc. Je serais incapable maintenant de faire ça. C'est impossible physiquement. Ça serait bien pour les jeunes. Voilà, c'est bien pour les jeunes. Entre parenthèses, en quelques années, j'étais quand même arrivé à plus de 400 élèves, quoi, donc, en tournant comme ça. Parce que c'est important, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait changer ma façon de voir l'enseignement, d'accord, et surtout de voir les katas et de voir ce que ça apporte. C'est que j'ai eu la chance que le président de ligue de l'époque monte un club, d'accord, il s'appelait Capel, Manuel Capel, un monsieur très bien, c'était quelqu'un de formidable, avec Marc et Pierre, ils montent tous les deux un club et ils me demandent de venir enseigner chez eux. Voilà. Alors donc, je dis ouais, avec plaisir, il n'y a aucun problème, mais par contre, moi, il faut que je laisse un club. Donc moi je pensais laisser à l'époque, quand ça s'appelle l'Académie. Parce que bon, c'était une salle qui était super, c'était un grand club, tout ce que vous voulez, les gens étaient très bien. Mais par exemple, des fois, vous faisiez le cours en même temps, juste à côté, vous aviez le taekwondo, vous aviez le mondial jazz. C'était quand même quelque chose qui m'embêtait. Donc ça, voilà. Donc j'ai demandé des heures en plus parce que j'avais trop d'élèves par rapport aux cours que j'avais. Ils me les ont accordés. Et au DCT, j'avais le même problème. Le DCT, c'était un super grand club de judo. Très 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 grand, avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Bruce, qui était un monsieur très 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 bien, qui était très fort. Son fils d'ailleurs était champion du monde militaire. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et c'est vrai que lui aussi, il avait beaucoup de monde en judo. Donc en conclusion, il ne pouvait pas me donner d'horaire. Donc je disais, mais si vous ne m'en donnez pas plus, je vais être obligé de partir. Il me dit, il me fait, je peux pas, il me fait ma section, j'ai besoin de tous les horaires. Il n'y avait qu'une salle. Donc du coup, j'ai laissé le DCT avec beaucoup de regrets, parce que c'était là où j'avais fait quand même mes armes, c'était là où on m'avait donné la chance. Donc je suis parti avec Michel Capel, et à la fin de la première année, tous les ans, j'allais faire un stage à Biarritz avec Gilbert Grus, je me régalais. Bon, un peu moins quand il nous faisait faire le tour du gymnase en canard, d'accord, où les combats pendant 1 heure, 2 minutes canard, 2 minutes debout. Bon, d'accord, on souffrait, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, ça c'est une petite anecdote. Donc, Michel, il me dit, bon, cet été, tu vas où en stage? J'ai fait Gilbert Grus. Il fait, ouais, d'accord. Non, mais il faudrait que tu ailles avec Toubas. C'est qui ça, Toubas? Alain Toubas. Je sais pas. À l'époque, si je ne me trompe pas, il était responsable de la commission technique. Il avait gagné la Coupe de France, tout ça et tout, ou championnat de France, je ne me rappelle pas très bien. Il me dit, il faudrait que tu ailles faire de la technique avec. Ouais, je fais, non, je ne dépense pas mes sous, moi, pour aller faire des stages de kata. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais Lilian, il faut vraiment que tu y ailles. D'ailleurs, tu ne dépenseras pas de sous, c'est nous qui te le payons. Et là, pour ça, quand je disais que c'était un grand monsieur, c'était un grand monsieur. Donc, il m'envoie faire ce stage. Je vois une personne, pas beaucoup plus petite que moi, enfin, moins grand, mais par contre avec un karaté qui était à un autre niveau que le mien. Et là, on commence à travailler les katas, on commence à faire les trucs, puis on commence à travailler les bunkai. Et là, dans ces bunkai, c'était applicable. C'était quelque chose qui marchait. Bon, ça n'avait plus rien à voir avec le geste que l'on faisait pour moi, donc ça. Et là, je me suis dit, mince, cette Lilian, il y a de quoi prendre. Puis comme justement, donc j'ai commencé à faire un petit peu le lien entre le kata et le combat, ce qu'il y avait dedans. Je me suis servi un petit peu de tout ça. Voilà. Ça a été la première étape. L'étape suivante, ça a été maître casé. Donc, alors là,
intérieur, extérieur, nous à l'époque, le karaté, c'était tout droit. Et là, intérieur, extérieur, ça m'a ouvert encore beaucoup de choses. Et puis en plus de ça, si vous voulez, il nous a expliqué pas mal de choses, le coup des fondations, la pyramide, etc. etc. Donc il a fait prendre conscience de beaucoup de choses. À l'époque, je venais de remporter le titre de champion de France contact. Je me rappelle qu'à ce stage-là, il y avait Montama, comme champion du monde, tout ça et tout. Donc ça m'a remis tout en place. Et je me rappelle d'une élève qui avait été le voir à la fin du stage et lui avait demandé ce qu'il pensait du groupe qu'il y avait. Et il avait répondu qu'il y avait 3 personnes qui étaient bien, qui pouvaient commencer à faire du karaté. Et elle vient me voir, elle fait, mais tu sais ce qu'il m'a répondu? Ouais, il m'a dit, alors sur le moment on ne comprend pas trop, hein, c'est vrai que moi, je ne comprends pas trop. Mais avec le temps, on s'est dit, mais il avait tout à fait raison, Et elle me dit, mais moi je commence quand? Voilà, bon, ça c'est une petite anecdote. Mais c'est vrai qu'il a raison, en définitive, ça commence, une fois que vous êtes ceinture noire, une fois que vous avez un certain... Voilà, hop, vous avez acquis certaines bases, à partir de ce moment-là, on peut commencer à aller chercher un autre travail, une autre façon de voir. Une vraie évolution. Une autre évolution, voilà. Donc ça, voilà, ça m'a beaucoup marqué, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup marqué. Ouais, comme quoi, l'évolution en fait de chacun est réellement liée non pas juste à son implication personnelle, mais aussi à la rencontre. C'est à la rencontre des personnes qui t'amènent à enseigner dans un dojo, à t'amener dans un autre dojo et après à t'offrir un stage qui te permet de découvrir d'autres personnes. Et en fait, c'est des moments dans la vie qui nous permettent de rencontrer en fait des gens et qui nous permettent en fait de grandir grâce à eux. C'est ça, on ne grandit pas tout seul, quoi, même si on fait tous les efforts du monde, mais on a besoin quand même des autres. Ouais, tout à fait. Et en même temps, dans ce club-là, justement, avec ce président, il y avait du Yosekan Budo, avec un certain Alain Friedman, qui était très bon. Je me rappelle, d'ailleurs j'avais pris à un moment donné, j'avais fait rentrer avec moi en protection, et c'était... Il travaillait très bien, mais il travaillait quand même différemment. Lui, intérieur-extérieur, il travaillait beaucoup. Puis vous bloquez la jambe avant quand vous avanciez, ça c'était le roi. Hein. Donc, au bout d'un moment, on a commencé à s'entraîner ensemble, donc on partageait. Alors lui, de rentrer tout droit, il ne connaissait pas. Et moi, de repartir à droite, à gauche, j'étais loin d'être dans le coup. Donc on s'est apporté beaucoup. D'ailleurs, ensuite, il a tiré avec nous en compétition. On a remporté notre premier titre champion de ligue à l'époque en 82, si je ne m'abuse pas. Après, justement, Alain a fait venir Maître Mochizuki, au club. Donc il a fait un stage que j'ai suivi. Et c'est vrai que bon, ça met plein de choses, ça ouvre plein de portes, voilà. Donc c'est important. On m'a demandé si je voulais m'occuper de l'école des cadres. Bon, là maintenant, si vous voulez, il y a plein d'intervenants, mais à l'époque, quand vous occupez de l'école des cadres, vous occupiez de A à Z. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il n'y a aucun document par rapport à tout ça. Donc il a fallu en mettre en place. Voilà, donc, voilà. Oui, jusqu'après qu'il y ait des documents, comme des documents, de chez Mama qui avait fait son livre, tout à fait. Pour pouvoir donc, aider. Voilà. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Gérard chez Mama. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup aussi. C'est quelqu'un parce que il est venu, il a fait des stages. Et je me rappelle qu'on l'avait fait venir une fois en stage, et il nous avait fait travailler les yeux bandés. Enfin, les yeux fermés, pas bandés parce qu'on n'avait pas bandeau. Et il nous avait dit, voilà, on peut rechercher avec ça. Et dans la même période, il y a eu les Jeux Olympiques, et je me rappelle, ça m'avait marqué. 2 aveugles, 2 personnes, 2 non-voyants, d'accord, qui étaient, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine de mètres, je ne me rappelle pas parce que c'est tellement vieux, 10-15 mètres, il y avait une cage de but, d'accord, ils avaient un ballon assez gros, hein, qui faisait du bruit quand il roulait, d'accord, et ils essayaient donc ils lançaient le ballon pour marquer le but de l'autre côté, sans voir, hein, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, c'est quand même assez compliqué. Mais ce qui était surtout surprenant, c'est que les personnes avaient plongé pour arrêter le ballon. Essayer de fermer les yeux et de plonger, déjà, rien que ça, et de se réceptionner par terre, déjà, il faut le faire. D'accord? Mais en fermant les yeux.
Mais et en plus de ça, attraper le ballon, ça c'était encore autre chose. Donc j'avais vu ça, Gérard Chemama qui nous dit ça. Bon ben du coup j'ai commencé aussi à travailler donc les yeux bandés, les yeux fermés, etc. etc. Voilà, donc j'ai réellement travailler vraiment sur la perception interne. Moi d'ailleurs, c'est quand je suis allé là au dernier championnat du monde à Madrid, il y a eu de belles choses. Donc après ça reste de la compétition, mais ce qui m'a le plus touché en fait, c'est les finales para-karaté. Donc de voir les gens avec des déficiences moteurs, et après il y avait des déficiences visuelles. Donc où là on pouvait voir en finale des participants présenter Unsu. Donc aveugles, ils arrivent, ils ont quelqu'un pour les amener sur le tapis. Si vous voulez chercher sur YouTube, sur la WKF les a mis en ligne. Donc je vous les recommande vraiment. Et cette personne-là en fait elle présente Unsu, donc elle ne voit pas, elle est donc déficiente visuelle. Et elle présente Unsu. Unsu, on fait un tour complet à la fin. Donc c'est un saut énorme, donc il faut se réceptionner. Déjà, quand on l'apprend à des gens, c'est qu'ils ne savent pas. Déjà, ils n'ont pas envie de sauter, ils n'ont pas envie de faire un tour, les problèmes de genoux, etc. Et là, ils le font, mais les yeux fermés. Donc c'est même pas les yeux fermés, ils ne voient pas. Donc après, je ne sais pas s'ils ont perdu la vue avant de commencer le karaté ou après, mais peu importe, s'ils travaillent vraiment que sur la sensation. Et ça, c'est super important parce qu'ils travaillent non pas un visuel extérieur, une coquille, mais ils travaillent vraiment à l'intérieur de la coquille. Et ça amène vraiment les sensations pures. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça faisait deux personnes, enfin deux cas où je me retrouvais avec ça. Je me suis dit, ça serait bien quand même de pousser un petit peu. Et j'ai commencé à travailler comme ça, dans le vide d'abord, les yeux fermés, puis après, avec partenaire. Alors avec partenaire, on attaque. Bon, hop, le partenaire ne bougeait pas, mais voilà. Puis au fur et à mesure, au début à 20 cm, 5 cm, puis hop, après toucher un tout petit peu l'oreille, ou toucher la gorge avec le poing, à peine. Et mine de rien, vous prenez une notion de contrôle, avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, qui est assez impressionnante. Et qui m'a permis de réaliser ensuite pas mal de choses pour moi personnellement dans ma recherche. Hein. Et c'était vraiment important. Ensuite, le cap suivant, toujours les yeux fermés, la personne était bien capable de plonger pour attraper le ballon, on est peut-être capable de bloquer une technique ou quoi. Voilà, donc, parce que quand une personne fait une technique, il y a le bruit au sol, il y a le déplacement, il y a la respiration, il y a toutes les choses. Donc, au début, j'ai fait ça plus pour faire des démonstrations, d'accord, avec un bandeau, voilà. Puis, je me suis rendu compte aussi que ça amenait des sensations, voilà. Donc, ça peut être l'appel peut être, on peut le voir visuellement, mais on peut le voir aussi autrement. Donc, voilà. Donc, ça a été un petit peu mon parcours, et c'est vrai que je m'en sers pas mal. Si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de jamais rester dans une zone de confort. La première nuit du Shaolin, c'était en 86, voilà. J'ai cassé 2 blocs de glace. J'étais content comme c'est pas possible. Ok, après c'est monté à 6, c'est monté à 8, puis je suis monté à 12 pour un téléthon sur la place du Capitole. Voilà. Mais, il faut frapper, il faut s'entraîner. Hein. On est ok, mais si j'étais resté dans ma zone de confort, à 6, tout le monde applaudit, et c'est vrai que il faut mettre un sacré impact. Voilà, je ne serais jamais allé chercher plus loin. Le fait d'avoir travaillé les yeux bandés, d'accord, j'ai commencé à travailler aussi avec le katana. On m'attaquait, tac, tac, c'était pour les démonstrations, voilà. Voilà. Bon, puis je me suis dit, tiens, plutôt que... Alors c'était avec des katanas qui coupaient pour des parrains, je vais le dire. Puis, les gestes commençaient à être de plus en plus précis. Je me suis dit, tiens, si on mettait un ananas pour voir, parce que j'avais vu une personne couper une pastèque sur le ventre de quelqu'un. Ça m'avait quand même assez plu. Donc, du coup, j'avais essayé, ça avait marché. Je n'avais pas zigouillé la personne, on avait commencé en mettant des protections dessous. Hein. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. Alors ça, c'était sur place. Et après, on a commencé en mouvement. En mouvement, clac, hop, j'arrêtais. Puis un jour, je me suis dit, je vais essayer quand même en mouvement. J'étais toujours sur... Alors là, j'ai repris le sabre qui ne coupait pas. J'ai fermé les yeux en attaquant et voir un petit peu où si je m'arrêtais. Je m'arrêtais bien. Je me dis, non, des chiens, pourquoi on ne couperait pas donc cet ananas en mouvement? Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai coupé l'ananas avec les yeux ouverts, tac, tac, tac. Donc j'ai commencé à en couper un.
Donc d'abord la personne allongée, ça a été suivi, j'étais cherché un petit peu plus loin. Mais après, ben, on en a mis un deuxième de l'autre côté, après on en a mis un par terre, après on en a mis 4. Puis je me suis dit, tiens, ben écoute, pourquoi on n'essayerait pas les yeux bandés? Alors j'ai bien entendu, je coupais les 2 qui bougeaient, les yeux ouverts, et les 2 qui étaient couchés par terre, les yeux bandés. Donc, mais c'était tout le temps une remise en cause. Puis on avait une démonstration, je ne sais plus pourquoi. Donc je demande à un élève, on pourrait faire à Xavier, je lui demande, on pourrait se répéter, ça t'embête pas si je t'embauche pour venir faire la démo là. Bon, il a un grand garage, alors c'est pas toujours facile pour lui, bon, il se débrouille, il me dit ok, on fait. Moi j'ai fait, bon, on pourrait répéter, mais j'avais que ce sabre là, donc on répète, tac, 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 sans couper la nana, mais les gestes, tout ça et tout, pour vraiment reprendre les distances, reprendre tout, voilà. On finit, hop, on va pour repartir, il arrive au vestiaire, il dit, viens voir. J'ai fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et il me fait voir son kimono. Alors, le kimono, vous savez, il y a 2 morceaux l'un sur l'autre, hein, d'accord. Donc, le premier morceau, il y avait des petites fentes. Il me dit, mais coupe, hein, ton sabre, hein? Il coupe, ah ben, j'ai fait, ouais, mais, oui, alors, aïe. Et là, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi tu t'amuserais pas à essayer justement de le faire toujours pareil, volontairement, parce qu'en définitive, tu t'arrêtes au ras et en tirant, ça te découpe. Et voilà, donc je suis arrivé comme ça, donc voilà. Et j'ai cherché à chaque fois, cherché un petit peu. Bon, mais ça c'est par rapport au katana, puis bon, pour les gens, c'est facilement compréhensible, si vous voulez, pour... c'est visible pour tout le monde. C'est visible pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est la partie visible. Après, la partie immergée, elle est beaucoup plus grande. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est repousser ses limites, peu importe la zone dans laquelle on intervient. Ça, c'est important. C'est super important, c'est une des choses qu'il ne faut pas se limiter. Ouais. C'est la seule limite en fait qu'on puisse se poser, c'est celle qu'on s'impose. Et donc il est important de toujours repousser ses limites, mais pas de là à là, mais réellement de là je vais là, et de là je vais là, et de là je vais là, et petit à petit on va y arriver là-haut, mais petit à petit, tous les jours. Et à chaque fois, j'essaye en fait de m'améliorer, et dans la pratique du karaté, mais aussi dans les relations humaines, dans notre vie de tous les jours, c'est s'améliorer tous les jours un petit peu. C'est pour ça que c'est un art de vivre aussi, les arts martiaux. Tout à fait. Entre parenthèses, entre le premier moment, la première fois où j'ai coupé un ananas sur le ventre d'une personne, un ananas ou une pastèque d'ailleurs, je crois que c'est une pastèque la première fois, sur une personne allongée, et la dernière nuit du Shaolin où j'ai découpé le t-shirt, juste un t-shirt posé sur le kimono, enfin 2 vu qu'ils étaient 2, il s'est passé quand même une trentaine d'années. Voilà. Ça a été un pas après l'autre, comme dit Lionel, ça a été vraiment un pas après l'autre. Un pas après l'autre, un an après, une amélioration au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, donc, tu enseignes depuis de très nombreuses années, tu es au Shaolin, la section karaté marche très bien, donc tu as des compétiteurs de haut niveau. Donc, avant, il y avait la reconnaissance club élite par rapport à la fédération, c'est quelque chose qui a été arrêté. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, de toujours continuer? Parce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça t'amène de continuer en fait, à enseigner aux compétiteurs? C'est une bonne question, parce que je me fais plaisir. Ouais. Je me fais plaisir. Je pense aussi que ce qui est important, un enseignant, que ce soit un enseignant de karaté ou un enseignant dans une école, il faut que ce soit quelqu'un qui soit passionné. D'accord? Donc, mais passionné par l'enseignement, ce qui n'était pas mon cas au départ. J'ai commencé à enseigner, pas parce que j'étais passionné par l'enseignement, c'est parce que je voulais devenir champion de France. Ouais. Et après, ça a changé. Reconnaissance aussi par rapport aux autres. Voilà. Donc, non, après, ça a changé. C'est plus pour soi, c'est pour les autres, on reçoit d'un côté, on redonne de l'autre. Et pour l'instant, je dis tant que je me ferai plaisir sur la compétition, c'est bien. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est, alors souvent j'entends, comme je le disais tout à l'heure, Gambarai, je casse le tibia, patati patata. J'entends des gens dire, mais le karaté maintenant, c'est plus rien, c'est pas efficace. S'ils viennent au championnat, d'accord, ils vont voir que ça touche pas souvent, ok, c'est contrôlé, mais des fois quand ça touche, la personne, c'est pas juste un tout petit bobo.
Ne parlons pas de celui qui pleure pour rien, mais il n'a rien à faire là. D'accord? Non, non, non. C'est fracture de la mâchoire, c'est commotion cérébrale, nez pété. Bon, fracture de la mâchoire, j'ai vu qu'une fois. Hein. Mais nez cassé, KO. J'ai un élève qui a pris un super KO à un moment donné, obligé d'arrêter la compétition. Quand vous voyez le shoot, la vitesse à laquelle c'est arrivé, non, 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 faut pas croire que s'appelle, non, c'est différent, et heureusement que s'appelle qui a ce contrôle, parce que ça serait affreux, ça serait affreux, vous entraînez une fois et vous revenez le mois d'après, quoi. La compétition est importante aussi bien en kata qu'en technique, qu'en combat. Mais, que ça s'appelle, non, non, c'est important parce que, en dehors du fait de la vitrine, les athlètes qui sont en haut, d'abord, les autres élèves du club sont fiers d'avoir des gens du club qui font des médailles, qui sont fiers donc de ce moment-là d'être dans le club. Et si vous voulez, bon, voilà, bon, ça reste qu'une vitrine, c'est pas du tout la finalité. Voilà, la plus grosse difficulté qu'il y a, c'est justement ensuite d'être capable de faire passer ces athlètes, d'accord, à ce qu'ils passent au karaté, voilà, et qui réellement est ensuite derrière une autre recherche que la compétition. Ça, je pense, c'est un défi pour beaucoup de professeurs. C'est un défi. Ouais. C'est un défi parce qu'ils se font plaisir par rapport à ça, puis ils arrivent au bout. Comme ils n'ont pas été chercher d'autres choses, bon ben voilà. Alors le rôle de l'enseignant, c'est quand même essayer de leur faire comprendre. Ils sont quand même allés rechercher des notions parce que même si les mouvements, on peut dire, ils sont étriqués par la vitesse, par la compétition, etc. Mais ils ont quand même des notions de distance, de temps, de déplacement, que même des gens qui n'ont jamais pratiqué la compétition ne pourront jamais même rêver y arriver parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité de travailler à une telle vitesse et à de telles distances différentes que la compétition amène. Après que ça amène dans la version traditionnelle, contact ou jutsu, où bon, les règles sont différentes, donc la gestion de ces trois composants sont différents, mais le fait de les vivre complètement, les distances, les contres, le temps, la distance, voilà, le rythme qu'on peut être engagé ou qu'on peut recevoir, mais si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre réellement, quoi. Tout à fait. J'insiste beaucoup au club, et si j'ai un conseil à donner à tous les pratiquants et à tous les professeurs, d'insister sur ça, c'est que l'attaque, quand on travaille à deux, l'attaque en face, elle doit être sincère. Bon, quand on étudie, on recherche le mouvement, on cherche le truc, c'est sûr, bon, on travaille tranquillement. Mais une fois qu'on rentre réellement dans l'exercice, il faut que l'attaque elle soit sincère. Et on voit trop d'élèves frapper légèrement à côté ou dévier le point. Ça fait que c'est vraiment pas un cadeau que vous faites à l'autre. Parce que l'autre, il est persuadé, mais persuadé que ce qu'il fait est bien et efficace. Le seul problème, c'est que le jour où il y a quelqu'un qui est en face et qui attaque réellement, ben, ce jour-là, il le prend parce que il ne savait pas qu'il ne savait pas. Et ça, c'est hyper important. Alors, il ne faut pas faire de cadeau, il faut aider l'autre. Il faut l'aider, il faut l'amener, il faut y aller progressivement et tout. Mais non, pas faire cadeau. Pas faire de cadeau parce que, non, c'est un art martial et il n'y a pas de cadeau. La personne, si elle veut progresser, il faut qu'elle aille, voilà, il n'y a pas de entier. Elle fait une erreur, et voilà. Le fait à partir du moment où on sait que c'est une erreur, on peut corriger. Et à partir de ce moment-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est là qu'il y a le cadeau. C'est pas le fait d'être passé à côté, quoi. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc si vous en rappelez pas, si vous avez le lien juste là. Mais pensez-y, faites travailler votre partenaire sincèrement. Et ça, il vous le remerciera. Peut-être pas sur le moment, parce que vous allez le pousser. Mais un jour, il se rendra compte en fait que vous lui faisiez un cadeau, de l'attaquer sincèrement et de lui montrer là où ça pêchait. Une dernière chose, dans le karaté, il y a tout. Il y a les kions, il y a les katas, il y a les bunkai, il y a les assauts conventionnels. Il faut tout travailler. C'est un conseil, il faut tout travailler. Sinon, à un moment donné, d'accord, vos fondations elles sont incomplètes. Il manquera quelque chose. Hein, d'accord, il manquera un ferraillage à l'intérieur, donc ça va se casser. Mais non, il faut les travailler, mais surtout, important, ça c'est pour les enseignants, d'être capable de faire les liens entre. Et ça c'est important.
entre les kions, les katas, les assauts conventionnels, le combat, tout ça et tout. Il est important qu'il y ait un lien. D'accord, on va chercher, on va piocher, etc., etc. Bon, ben, on veut que ce soit un peu plus solide, ben, on met un petit peu plus de ferraille dans nos fondations. Ensuite, je voudrais dire aussi important, et ça c'est avec le temps, revenir à la source. Et ça c'est important. Un bébé qui apprend à marcher, j'en parle souvent à mes élèves, d'accord, vous ne le verrez jamais faire un pas en avant. Jamais, jamais, jamais. C'est pas vrai. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il penche un peu le buste en avant, donc il avance son ventre. D'accord, hein. Et le travail du hara, vous voyez, il commence déjà là. Hop, il avance un petit peu le ventre, et hop, il y a les pieds qui avancent. Bien entendu, comme il avance trop le ventre, il part trop en avant, et il aurait tendance à tomber sur la tête. Bon, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il rebascule le buste en arrière et il tombe sur les fesses. Voilà. Jusqu'au moment où il met suffisamment d'énergie, mais pas trop, pour être capable d'avancer. Donc il avance, tac, ça s'arrête un peu, hop, et il avance. Et puis hop, après il est parti. Voilà. Donc, c'est pareil en karaté. Trop souvent les gens, ok, ils poussent avec la jambe, ils tirent avec la jambe avant, etc., etc. Ok, il faut. Mais à un moment donné, les muscles lents d'abord, donc le travail du hara, muscle lent, après muscle rapide. Et ça c'est la première chose. C'est pareil pour la respiration, c'est pareil pour des tas de choses. Par exemple, vous donnez un coup de poing, vous voyez la personne, elle va faire ça, elle va faire ça pour essayer d'avoir plus de force. Mais le temps de faire ça, l'autre point il est arrivé. Alors qu'il suffit juste de dire, voilà, bonjour, voilà, vous êtes là, vous arrivez, salut, bonjour, voilà, voilà, la technique, là vous êtes de suite, et on est revenu aux sources, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus rien, mais voilà, donc c'est important. Ce qui permet, moi je travaille beaucoup aussi avec Maître Lavorato, d'accord, et quand vous le voyez à 75 ans, la vitesse, les appels face à des jeunes, ou même des personnes, bon, des gradés, quoi, pas des touristes, hein. Comment il les met à la rue, comment il les bouge dans tous les sens, et je dirais comment il les, moi aussi il me bouge, hein, donc c'est une réalité, bon, être 7e dan, mais c'est bien, ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire, et ça c'est que du bonheur, mais quand vous les voyez, mais essayez de me trouver un sport où à 75 ans, vous pouvez mettre un mec qui a un certain niveau, même un très bon niveau, à la rue comme ça. Non. Bon, comment il peut faire? Comme je vous dis, j'ai des athlètes moi, qui font des sauts paires dans tous les sens, tout ça et tout. Si vous lui demandez d'attaquer un Tsuki, ben, il ne sera jamais là, hein. Il aura bloqué, il aura anticipé, il aura tout ça. Et ça c'est hyper important. Mais alors, à 75 ans, on ne peut pas avoir l'énergie pour faire un saut périlleux, on ne peut pas avoir l'énergie pour aller faire des tas de choses. C'est pas possible. Donc, en conclusion, sur ça, ben, il utilise le minimum d'énergie pour faire ce qu'il faut faire. Donc tout ce qui est en appel arrière, tout ça, tout pour mettre de la puissance. Non. Ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Et si je dois me déplacer de là à là, je pousse juste pour avancer de là à là. Mon centre de gravité ici, je dois arriver ici, mon centre de gravité vient ici, il s'arrête ici, il ne va pas pousser plus, puis je freine à la fin pour le truc. D'abord je gagne l'efficacité, etc., etc. Donc tout ça c'est important, et c'est ce qui est bien justement dans l'art martial, c'est que bon, ben, on peut progresser toute notre vie, quoi, toute sa vie. Et il y en a pour tout le monde, il n'y a pas chacun a sa propre vision. D'ailleurs un prof ça doit ouvrir des portes, d'accord. Après l'élève va prendre telle ou telle porte, mais c'est son choix, mais quand ça s'appelle, le prof doit être un guide et non pas comment dire, un dieu là, où oui, je passe par là, non, je guide, tu peux passer par là, voilà, là je te le déconseille, et si la personne elle y va, il fera qu'elle fasse à ses armes, et puis il se rendra compte que bon ben voilà. Ben, il faut savoir recevoir, mais il faut savoir donner, et puis vous verrez que plus tard, vous apprécierez davantage en donnant qu'en recevant. Voilà, je pense qu'il a tout dit. C'est penser à donner aux autres hein, ce que vous recevez, mais le donner juste avec du cœur, pas parce que vous êtes obligé. Donc donner du plaisir, partagez votre passion avec les gens qui sont autour, qu'ils soient pratiquants ou pas. Une passion, c'est contagieux. Donc profitez-en. Soyez contagieux. Allez, merci beaucoup, merci papa. Merci à toi. À très bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. On se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à très bientôt. Bon entraînement.
Ciao, ciao.